rappelle que vous êtes chercheur au sein du labo de radiobiologie des expositions médicales de l'IRSN. Donc vous faites des recherches sur les effets secondaires des radiothérapies. Il faut peut-être, alors tout particulièrement, des essais au niveau du thorax, c'est-à-dire pour le traitement de cancer du poumon, Cancer du du poumon, sein. cancer du sein également, certains lymphomes qui sont irradiés au niveau de la sphère thoracique. D'accord. Donc là, le but, c'est de voir les effets, les séquelles que peuvent laisser les radiothérapies. On peut rappeler rapidement comment ça marche la radiothérapie? Alors la radiothérapie, par définition, c'est l'utilisation des rayonnements pour traiter la tumeur, soit la contrôler ou l'éradiquer. Et donc on utilise les propriétés physiques des rayonnements qui en fait vont déposer de l'énergie au niveau des cellules tumorales. Et cette énergie déposée va créer la mort cellulaire. Elle crée des lésions à l'ADN des cellules. Et quand l'ADN est trop lésé, les cellules meurent. D'accord. C'est utilisé dans 60% à peu près des cas de traitement. Oui, soit seul ou soit en association avec d'autres techniques qui peuvent être la chirurgie ou la chimiothérapie, que les gens connaissent bien. On se dit, il reste 40%, pourquoi c'est pas utilisé dans 40% des cas? Parfois, c'est nécessaire. Par C'est exemple, ça. sur les tucolons, souvent on fait que de la chirurgie et le cancer est bien soigné grâce à la chirurgie. Donc dans ces cas-là, c'est pas la peine d'y associer de la radiothérapie. D'accord. Donc la radiothérapie est indispensable pour pouvoir traiter les cancers, certains cancers. Mais en revanche, bon, il y a un petit problème quand même, c'est que ça laisse des séquelles. Quel type de séquelles et pourquoi? Alors les séquelles, elles sont là parce qu'en fait, dans le champ d'irradiation, il n'y a pas que la tumeur et le rayonnement, lui, n'est pas capable de faire la différence entre les cellules tumorales et les cellules normales. Et ça tue aussi les Et cellules ça tue saines. aussi les cellules saines, donc celles qui sont dans le trajet du faisceau, donc entre l'extérieur du patient et la tumeur elle-même, le trajet que parcourt le faisceau avant d'arriver à la tumeur, et autour de la tumeur aussi, parce qu'on l'image bien, la tumeur, on la contourne bien aujourd'hui, mais on prend une marge de sécurité, en fait, pour être sûr qu'elle soit vraiment incluse dans le champ d'irradiation. Et cette marge de sécurité, c'est des tissus sains, donc qui reçoivent la dose de radiothérapie. D'accord. Alors, pour bien comprendre comment vous travaillez, d'ailleurs, on va avoir des images tout à l'heure. Pour améliorer ça, vous utilisez un appareil, une sorte d'appareil, comment vous appelez ça? SARP. Un SARP, c'est pour Small Animal Radiation Research Platform. Donc c'est une plateforme dédiée à l'étude de l'effet des rayonnements ionisants sur le petit animal. Alors, je précise tout de suite, parce qu'on va en parler tout à l'heure, c'est un sujet qui est important. On est sur un sujet sensible, l'utilisation des animaux. On va y revenir. C'est important, mais on va aller juste pour bien comprendre la logique de votre travail. Donc, avec cet appareil, qu'est-ce que vous faites? Alors avec cet appareil, on va en voir des images. On fait depuis ce qu'on n'était pas capable de faire depuis plusieurs années, c'est-à-dire que l'objectif de nos travaux, pour travailler sur ce qui se passe sur les tissus non tumoraux après radiothérapie thoracique, c'est de modéliser ces lésions au tissu sain en laboratoire sur le petit animal. Et donc, en fait, la seule solution qu'on avait avec les irradiateurs qu'on avait disponibles, c'était d'irradier le thorax dans son ensemble. Or, ce n'est pas ce qui est fait en clinique. Donc, pour avoir des bons modèles, maintenant, ce qu'on est capable de faire avec cette nouvelle machine, le SARP, c'est d'irradier des tout petits volumes de poumons de souris. On peut le voir peut-être en image pour voir la taille que ça représente. On a une photo où on voit ce que vous appelez le fantôme, c'est-à-dire il n'y a pas d'animal. Oui, il y a on rien. se sert d'un fantôme. Voilà, c'est du plastique, on voit un à peu près équivalent. la taille que ça représente. Oui, oui. Et ça, c'est pour régler le positionnement du faisceau. On voit la tête du collimateur là en doré et ça nous aide à préciser la position du faisceau. Les collimateurs, on va en voir, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Montrez-nous des images, voilà. Voilà, on a plusieurs tailles de collimateurs. Alors la plus petite taille, c'est 0,5 mm, soit un demi-millimètre. Donc ça va être le faisceau, la taille du faisceau. Oui, la taille du faisceau. Donc l'objectif, c'est d'être extrêmement précis. C'est d'être extrêmement précis et de cibler des tout petits volumes chez la souris. Donc, vous créez au départ des lésions et vous essayez de voir, enfin vous allez créer des lésions forcément. Oui, on crée des lésions, c'est ce qu'on veut. On essaye de créer des lésions qui ressemblent aux lésions qu'on voit chez les patients après radiothérapie thoracique et on les suit dans le temps et on les étudie dans le temps pour essayer de comprendre ce qui se passe au sein du tissu depuis le moment où on irradie et jusqu'à 12 à 15 mois qui représentent une grande partie de la vie de la souris. On fait aussi des points plus précoces. D'accord, par exemple, vous voyez les effets au bout de 3 mois.
Là, par exemple, si on cherche à voir de la fibrose pulmonaire, oui, au bout de 2-3 mois, bon, ça dépend de la dose, mais pour des doses fortes, assez rapidement, même pour certaines au bout d'un mois, on voit de la fibrose au sein du tissu. On peut peut-être préciser, tout à l'heure on a dit de façon générale que ça tuait les cellules, mais quel type de séquelles ou de pathologies ça peut créer? Alors, ce qu'on appelle des pneumopathies en aigu, donc pendant le traitement radiothérapeutique ou dans les 3 mois qui suivent chez les patients, c'est une inflammation pulmonaire. Et ensuite, on dit que ça évolue vers une fibrose pulmonaire. La fibrose, c'est une densification du tissu. Le tissu pulmonaire est remplacé par de la matrice extracellulaire, dont on parlait tout à l'heure, sur les organoïdes. Et donc, évidemment, on peut bien imaginer que toutes les petites alvéoles qui nous servent à respirer sont remplacées par du tissu. Donc, du coup, on peut plus, le poumon ne peut plus assurer sa fonction de respiration. D'accord. Et donc, pour cibler les tumeurs, en plus, vous faites de la radiothérapie stéréotaxique. Je pense qu'on a des images, une petite vidéo qui nous montre comment ça tourne. Oui, c'est ça. Alors, la définition de la stéréotaxie, c'est le ciblage de petits volumes, en fait. C'est fait chez l'homme. Donc là, on voit l'image de le collimateur qui est doré, tourne autour de la souris qui est sur son petit lit, là, au milieu de l'image. Et voilà, on tourne autour de la souris. Alors ça permet de répartir la dose autour de la souris, mais on cible un point constant à l'intérieur du poumon de la souris. D'accord. Donc là, vous travaillez vraiment, et on en reparlera tout à l'heure, d'où l'importance de travailler sur des tout petits rongeurs, c'est pour être extrêmement précis, mais ça se pratique déjà chez l'homme. Oui, ça se pratique chez l'homme, c'est la radiothérapie en conditions stéréotaxiques, et les radiothérapeutes se sont rendus compte que les schémas d'irradiation, c'est-à-dire les doses qu'on pouvait administrer en traitant des tumeurs de petits volumes et en irradiant sur des petits volumes pulmonaires, on pouvait augmenter la dose et améliorer de manière très significative le contrôle de la tumeur. Donc, et l'avantage, pour être très très concret, c'est qu'il y a moins de séances. On est plus précis, il y a moins de séances de radiothérapie. Il y a moins de séances, oui, parce que la dose quotidienne est plus forte. Il y a moins de séances, donc c'est un énorme confort pour le patient. Au lieu d'aller à l'hôpital tous les jours, 5 jours par semaine, pendant 5, 6, 7 semaines, il peut y aller 4, 5 fois. Et après, le traitement est terminé. On a vu cette radiothérapie stéréotaxique, là, ça tourne. Alors, on comprend, sur une petite cible comme ça. Un être humain, quand il est dedans, il respire, ça bouge. Comment vous faites pour rester précis? J'allais dire, la tumeur, elle bouge aussi avec le corps, avec la respiration. Alors, pour ce système-là, il y a ce qu'on appelle alors je vais utiliser des mots anglais, des gating et des tracking respiratoires. C'est-à-dire que soit... En fait, on se cale sur les phases respiratoires du patient. Les radiothérapeutes se calent là-dessus. Et soit la machine est capable, ce qu'on appelle le tracking, de savoir à n'importe quel moment où est la tumeur, et il la suit en temps réel avec les moments respiratoires. Où on fait du gating respiratoire, c'est-à-dire que le faisceau ne se met sur on qu'au moment où la tumeur est dans une certaine position. En général, c'est plutôt l'inspiration. Donc voilà, le patient inspire. Au moment où la tumeur entre dans la zone du faisceau, il se met sur on et il s'éteint dès que la tumeur en sort. Et le patient participe en plus. Le patient peut participer en regardant. Il peut avoir en face de lui un écran qui lui dit où en est sa phase soit d'inspiration, soit d'expiration, et quel volume. Donc, il voit ça, en fait. Bon, alors, pour résumer, vos recherches, elles servent vraiment à améliorer les performances, si j'ose dire, des radiothérapies, et surtout essayer d'éliminer les séquelles, et s'il y a des séquelles, trouver des possibilités de les éviter. Oui, là, on est content parce que c'est vrai que c'est très difficile de modéliser chez le petit animal ce qu'on fait chez l'homme. Vous imaginez la différence qu'il y a entre un poumon de souris et un poumon humain. Et en fait, là, on a la possibilité de se mettre dans des conditions de volume irradié qui sont similaires à la clinique. Alors, même si les doses ne sont pas similaires, pour des raisons que je ne détaillerai pas ici, mais en tout cas, les histoires de volume sont résolues pour ces modèles-là. Et c'est déterminant, en particulier sur le poumon, si on veut bien comprendre ce qui se passe dans l'organe, de respecter un pourcentage et un certain volume irradié et qui colle à la clinique le plus possible. D'accord. Pour terminer, l'expérimentation animale, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous avez un message à nous passer là-dessus? L'expérimentation animale, alors je sais que c'est un sujet très, oui, c'est compliqué. Très compliqué. Alors, le message que je voudrais faire passer ici, c'est que je comprends qu'on puisse être contre l'expérimentation animale. Les chercheurs n'ont pas un plaisir particulier à faire de l'expérimentation animale, que parfois c'est incontournable. Et il faut savoir qu'on a des comités d'éthique pour ça, où en fait tous les protocoles, toutes les interventions sur les animaux, la moindre injection, les irradiations, même le transport des animaux, la fréquence, la durée, tout est répertorié dans un dossier
de comité d'éthique qu'on fait avant de faire les C'est expérimentations. très précis. Hein. Quand vous extrêmement déplacez précis. une souris pour aller lui faire passer un scanner, vous êtes obligé de Oui, le déclarer. on le signale dans le... En fait, on détaille pour le comité tout le protocole qu'on va appliquer sur l'animal. Et vous devez aller passer un grand oral pour expliquer exactement pourquoi. Oui. Vous devez tout justifier. On doit tout justifier. Et quoi qu'il en soit, dans votre domaine ou dans votre domaine, à vous, Maxime, il n'y a pas d'alternative à un moment donné. On peut pas. Moi, j'en suis convaincue qu'il n'y a pas d'alternative. Du moins, sur certaines choses comme ça. Après, on peut Alors, modéliser. Oui, plus ça va, plus on dispose de modèles compliqués. Je vois ce qu'a présenté Maxime tout à l'heure. Évidemment que ça, c'est une chance, c'est vraiment une opportunité inégalable pour éviter de travailler sur l'animal. Mais il y a certaines situations où on est, quoi qu'il arrive, obligé de passer par l'expérimentation animale.